Un nourrisson qui refuse de vivre, un père millionnaire rongé par la culpabilité et une femme de ménage qui, par le geste le plus simple, changera leur vie à jamais. L'amour peut-il guérir ce que l'argent ne peut acheter? Si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Contes qui charment. Nous publions des vidéos chaque jour. Et mettez un like à la vidéo si cette histoire vous plaît, et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous êtes et à quelle heure vous nous écoutez. Le bébé, âgé d'accent grave peine 1 an et 7 mois, n'avait pas mangé depuis une semaine. Il fixait le plafond comme s'il avait renoncé à vivre. Dans la grande maison de campagne silencieuse, Stéphane Dubois pleurait à genoux, entouré de médicaments importés et de petits pots bio hors de prix que personne ne touchait. Jusqu'à ce matin où Chloé Martin, dans son uniforme de femme de ménage, entra dans la cuisine et, avec un simple morceau de pain, accomplit l'impossible. Nos histoires ont voyagé loin. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Léo avait cessé de s'alimenter depuis une semaine. L'enfant d'1 an et 7 mois gisait là, dans le berceau en bois précieux qui avait coûté plus de 5 000 €, les yeux ouverts mais vides, comme s'il avait renoncé à l'existence. Stéphane Dubois, l'architecte millionnaire propriétaire de la moitié des vignobles d'un village pittoresque en Provence, était à genoux sur le sol froid de la chambre, pleurant comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. « S'il te plaît, mon fils, mange quelque chose. Papa t'en supplie, » murmurait Stéphane en tenant une seringue remplie de sérum vitaminé importé de Suisse. « Tu dois te nourrir, Léo. Tu dois vivre. » Le bébé fixait le plafond, immobile. Il ne pleurait pas, ne se plaignait pas, ne réagissait à rien. C'était comme si quelque chose en lui s'était éteint au moment où Sandrine, sa mère, était partie pour toujours. La chambre était remplie de flacons de compléments alimentaires hors de prix, de petits pots bio coûtant 10 € l'unité, de lait spéciaux recommandés par les meilleurs pédiatres de Paris. Tout était intact, tout était inutile. « Monsieur Dubois, vous devez vous reposer, » dit Valérie Mercier, l'infirmière privée présente depuis 3 jours. « Il est déjà 4 heures du matin. »« Me reposer. » Stéphane se tourna vers elle, les yeux rougis par les larmes. « Comment puis-je me reposer alors que mon fils se laisse mourir de faim? Comment puis-je dormir en sachant qu'il pourrait ne pas se réveiller demain? » Valérie baissa la tête. Elle avait travaillé pour de nombreuses familles riches, mais n'avait jamais vu un père aussi désespéré. Stéphane ne quittait plus la chambre de son fils depuis des jours. Il ne se lavait pas, mangeait à peine, ne répondait pas aux appels de son entreprise. Peut-être une hospitalisation est-elle nécessaire, suggéra Valérie avec prudence. Non. Cria Stéphane, puis il baissa la voix, réalisant qu'il pourrait effrayer Léo. Pardonnez-moi, mais il n'ira dans aucun hôpital. Les médecins ont déjà dit qu'il n'a rien de physique. Le problème est émotionnel. Alors, il est peut-être temps d'accepter une aide psychologique, insista Valérie. Stéphane regarda son fils. Léo était si maigre que ses côtes se dessinaient sous sa peau délicate. Son visage, autrefois potelé et rose, était maintenant pâle et creusé. J'ai déjà essayé 5 psychologues pour enfants différents. Aucun n'a réussi à le faire réagir, murmura Stéphane. Vous savez ce qui me tue? C'est que j'ai bâti tout cet empire en pensant offrir le meilleur à ma famille. J'ai assez d'argent pour acheter n'importe quoi dans le monde, mais je ne parviens pas à faire manger mon propre fils. Le silence envahit à nouveau la pièce. Seul le bruit de l'humidificateur d'air et la faible respiration de Léo se faisaient entendre. Monsieur Dubois. Valérie toucha doucement son épaule. Vous ne pouvez pas vous blâmer ainsi. La mort de votre épouse était un terrible accident. C'était de ma faute, murmura Stéphane, la voix brisée. Si je n'avais pas insisté pour qu'elle vienne sur ce chantier avec moi ce jour-là, si j'avais mieux vérifié la sécurité. Sandrine serait ici, et Léo serait en train de manger, de jouer, de sourire. Léo restait immobile, comme une poupée de porcelaine brisée. Il le sait, continua Stéphane. D'une manière ou d'une autre, il sait que c'est de ma faute. C'est pour ça qu'il ne veut plus vivre. C'est pour ça qu'il me rejette chaque fois que j'essaie de le prendre. Valérie ne savait que dire. En effet, chaque fois que Stéphane tentait de prendre Léo dans ses bras, le bébé devenait encore plus apathique, comme s'il se protégeait d'une douleur supplémentaire. « Et si nous essayions de changer d'environnement » suggéra-t-elle. Peut-être l'emmener dans une autre pièce, ou au salon.
J'ai déjà tout essayé. Stéphane secoua la tête. J'ai changé de chambre. J'ai changé les meubles. J'ai essayé la musique, les nouveaux jouets. Rien ne fonctionne. C'est comme s'il avait décidé qu'il ne voulait plus être ici. Le premier rayon de soleil commençait à filtrer par l'immense fenêtre de la chambre. Un nouveau jour se levait, et Léo continuait de refuser la vie. Valérie. Stéphane se leva, chancelant de fatigue. Pouvez-vous rester avec lui quelques heures? J'ai besoin de prendre une douche et d'appeler le bureau. Mais s'il montre le moindre signe, la moindre petite réaction, appelez-moi immédiatement. Bien sûr, monsieur. Stéphane embrassa le front de son fils, qui ne s'y a même pas. Ne m'abandonne pas, Léo. S'il te plaît, n'abandonne pas papa. Le diagnostic des médecins résonnait dans l'esprit de Stéphane comme une sentence de mort, deuil traumatique infantile. Léo avait cessé de manger au moment exact où il avait su, par cette mystérieuse intuition que seuls les enfants possèdent, que sa mère ne rentrerait plus jamais à la maison. Monsieur Dubois, il faut que je vous parle, dit le docteur Jean Dupont, le pédiatre de renom dont la consultation coûtait 300 €. Il se trouvait dans la bibliothèque de la maison de campagne, loin de la chambre de Léo. Parlez sans détour. Stéphane était visiblement épuisé, la barbe naissante et les vêtements froissés. Votre fils n'est pas malade au sens traditionnel du terme. Il est en train de se laisser mourir. J'ai déjà vu des cas similaires, mais jamais aussi sévères chez un enfant si jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Stéphane, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Ça veut dire qu'aucun médicament ou traitement médical ne fonctionnera. Léo a besoin d'une raison de vouloir vivre à nouveau. Et cette raison doit venir de vous. Stéphane eut un rire amer. De moi, docteur? Je n'arrive même pas à le regarder sans me souvenir de l'accident. Chaque fois que j'essaie de le prendre dans mes bras, je vois le visage de Sandrine en lui. Et il le sent. Il sait que je me blâme. Et vous vous blâmez réellement? La question resta en suspens un long moment. Stéphane regarda la photo de Sandrine sur l'étagère, souriant avec Léo dans les bras alors qu'il n'avait que 6 mois. Bien sûr que je me blâme, admit-il finalement. Sandrine ne voulait pas aller sur le chantier ce jour-là. Elle disait avoir un mauvais pressentiment, mais j'ai insisté. J'ai dit qu'il était important qu'elle voie l'avancement du projet. Si seulement je l'avais écouté. Monsieur Dubois, les accidents arrivent. Personne ne pouvait prévoir que cette poutre était mal fixée. J'aurais pu. Explosa Stéphane. Je suis architecte depuis 20 ans. C'était mon chantier, ma responsabilité de vérifier chaque détail. Mais j'étais tellement concentré sur le fait d'impressionner les investisseurs que je n'ai pas prêté suffisamment attention à la sécurité. Le docteur Dupont ajusta ses lunettes. Et maintenant, vous vous punissez vous-même en vous tenant à l'écart de votre fils. Je ne suis pas à l'écart par choix. Chaque fois que je m'approche de lui, Léo va plus mal. C'est comme s'il sentait ma culpabilité et ne voulait rien avoir à faire avec moi. Les enfants sont des éponges émotionnelles, expliqua le docteur. Léo ne vous rejette pas par colère. Il reflète votre propre rejet de vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner, comment espérez-vous qu'il se sente en sécurité? Stéphane prit sa tête entre ses mains. Je ne sais pas comment me pardonner. Je ne sais pas comment aller de l'avant, en sachant que par ma faute, Léo est orphelin de mère. Mais il n'est pas orphelin de père. Le docteur se pencha en avant. Du moins, pas encore. Mais si vous continuez ainsi, vous allez les perdre tous les deux, l'épouse qui est déjà partie, et le fils qui est encore là. Les mots frappèrent Stéphane comme un coup de poing. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où Sandrine avait l'habitude de jouer avec Léo. Elle l'aimait tant, murmura-t-il. Elle disait toujours que Léo serait l'homme le plus aimé du monde. Et que dirait Sandrine si elle vous voyait tous les deux maintenant? Stéphane ferma les yeux. Il savait exactement ce qu'elle dirait. Sandrine le gronderait de se noyer dans la culpabilité pendant que leur fils se consumait de chagrin. Elle lui ordonnerait d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de s'occuper du bébé qu'ils aimaient tous les deux. Docteur Dupont, dites-moi la vérité. Si Léo continue comme ça, combien de temps lui reste-t-il? Le médecin hésita. Sans alimentation adéquate, peut-être une semaine, 2 au maximum.
Le corps d'un enfant ne supporte pas longtemps la dénutrition. Stéphane sentit le monde tourner. Une semaine. Il pourrait perdre le seul morceau de Sandrine qui lui restait en à peine une semaine. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, que je puisse faire? Cessez de le fuir, dit le docteur, d'une voix douce mais ferme. Léo a besoin de sentir qu'il a encore un père, qu'il a encore une famille, que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Mais comment? Chaque fois que je m'approche, il devient plus distant. Alors restez près de lui quand même. Montrez-lui que vous n'allez pas l'abandonner, même s'il s'est abandonné lui-même. Lorsque le docteur fut parti, Stéphane monta lentement dans la chambre de son fils. Léo était dans la même position, le regard perdu dans le vide. « Mon fils » murmura Stéphane en s'asseyant à côté du berceau. « Papa est là, et je ne bougerai plus d'ici. Je ne te laisserai plus jamais seul. » Léo ne réagit pas, mais Stéphane fut certain, un bref instant, d'avoir vu ses petits yeux bouger dans sa direction. La pluie battait violemment contre les vitres du bus bondé venant d'une petite ville ouvrière en périphérie. Chloé Martin serrait fermement son sac en plastique sur ses genoux, protégeant ses papiers et l'argent du billet. À 28 ans, elle connaissait bien le trajet jusqu'aux demeures luxueuses de la région. C'était toujours la même chose, réveil à 5 heures du matin, 2 transports, une dernière marche jusqu'à la maison où elle ne serait qu'une personne invisible de plus. Prochain arrêt, le village, annonça le chauffeur. Chloé regarda par la fenêtre embuée. Même sous la pluie, la différence était flagrante. Des routes larges bordées de platanes, des voitures de luxe, d'élégantes maisons en pierre, un monde complètement différent de sa petite maison dans la cité où elle vivait avec ses 2 jeunes frères. Cette fois, c'est juste pour une journée, se murmura-t-elle en descendant du bus. Fais le travail et rentre à la maison. Le travail était apparu à la dernière minute. Martha, une collègue qui faisait des ménages dans les maisons de riches, avait appelé la veille au soir. « Chloé, tu peux me remplacer demain? La patronne a un besoin urgent. C'est dans une grande maison de campagne en Provence. » Combien ça paie? Avait demandé Chloé, calculant mentalement si cela valait la peine de perdre une journée à l'atelier de couture. 100 €, juste pour la journée. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 jours à l'atelier. Elle ne pouvait pas refuser. Maintenant, debout devant le grand portail en fer forgé noir et or, Chloé se sentait minuscule. La maison était plus grande que tout l'immeuble où elle vivait. 3 étages, un jardin immense, même la loge du gardien était plus grande que son appartement. « C'est bien ici » murmura-t-elle en appuyant sur l'interphone. « Oui » répondit une voix froide. « Je suis Chloé. Je viens pour le ménage. C'est Martha qui m'envoie. » Le portail s'ouvrit avec un bruit électronique. Chloé marcha sur l'allée en marbre, ses sandales usées faisant un bruit honteux à chaque pas. Elle se sentait comme une intruse. La porte principale s'ouvrit avant même qu'elle n'arrive. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux relevés en un chignon parfait et vêtue de sombre, la toisait avec une désapprobation évidente. « Vous êtes la remplaçante » demanda-t-elle sans la saluer. « Oui, madame. Je suis Chloé. Monique Bernard. » La femme se présenta sèchement. « Je suis la gouvernante de la maison. » Entrez, mais enlevez ses sandales. Il y a de vieilles chaussures dans la buanderie que vous pouvez utiliser. Chloé obéit en silence, sentant son visage brûler de honte. Elle était habituée à l'humiliation, mais cela faisait toujours mal. « Je dois clarifier certaines choses avant de commencer » dit Monique Bernard tandis qu'elle traversait un couloir qui semblait interminable. Cette maison traverse une période très difficile. Le patron a perdu sa femme il y a peu de temps, et son fils est malade. Chloé écoutait seulement, observant les tableaux coûteux sur les murs et le sol brillant qui reflétait son image. « Vous ne nettoierez que le rez-de-chaussée. Rien au premier ou au 2e étage. Ne faites pas de bruit. Ne parlez pas au patron s'il apparaît. Et le plus important. » Monique s'arrêta et regarda Chloé droit dans les yeux. « Ne montez sous aucun prétexte au 2e étage. C'est là que se trouve la chambre de l'enfant. »« C'est d'accord, madame. » Monique Bernard, la corrigea-t-elle. « Et autre chose, vous déjeunerez dans la cuisine de service, au fond. Je ne veux pas que vous circuliez dans la maison à l'heure du repas. » Chloé acquiesça de nouveau. Elle était habituée à ces règles.
Pour les riches, les gens comme elle n'existaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les produits de nettoyage sont dans le placard de l'office. Commencez par la cuisine. Avez-vous des questions? Non, Monique Bernard. Alors vous pouvez commencer. Et souvenez-vous, silence total. Une fois seule, Chloé soupira profondément. Le salon principal était plus grand que sa maison entière. Des canapés en cuir qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en un an, des tapis persans, des vases en cristal. Tout était parfait, tout était cher, mais tout était triste. Il y avait aussi une sensation étrange dans cette maison. Ce n'était pas seulement le silence. Chloé connaissait le silence de la pauvreté, qui était différent. Celui-ci était le silence de la douleur. On aurait dit que la maison elle-même était en deuil. En passant un chiffon sur les meubles, Chloé remarqua les photos dispersées sur une étagère. Un bel homme, bien habillé, souriant toujours à côté d'une femme blonde et d'un bébé. Une famille heureuse. Mais sur toutes les photos récentes, seul l'homme et l'enfant apparaissaient. La femme avait disparu. La femme qui est morte, pensa Chloé, ressentant une pointe de tristesse. Soudain, un faible pleur vint d'en haut, un pleur qui ressemblait plus à un gémissement. Chloé arrêta ce qu'elle faisait et tendit l'oreille. C'était un bébé, mais pas le pleur normal d'un caprice ou de la faim. C'était le pleur de quelqu'un qui souffrait. Elle regarda vers le plafond, partagée entre la curiosité et l'ordre de ne pas monter. Le pleur cessa brusquement et le silence lourd retomba sur la maison. Pauvre petit, murmura Chloé en retournant à son travail. Sa mère doit lui manquer. Elle n'avait aucune idée qu'au 2e étage, Léo avait cessé de pleurer non pas parce qu'il allait mieux, mais parce qu'il avait même renoncé à exprimer sa douleur. Quand l'heure du déjeuner arriva, Chloé suivit les instructions de Monique Bernard et se dirigea vers la cuisine de service, une petite pièce au fond de la maison. La différence était frappante. Alors que la salle à manger principale avait une table en acajou pour 12 convives, il n'y avait là qu'une petite table en formica et 2 chaises en plastique. Chloé sortit son déjeuner froid au du riz, des haricots et un petit morceau de poulet et mangea en silence. Par la fenêtre de la cuisine de service, elle pouvait voir une partie de la cuisine principale où Monique Bernard tentait de nourrir un enfant. Par la porte entr'ouverte, Chloé observa la scène. Monique tenait un bébé maigre sur ses genoux, essayant de lui faire manger une purée qui sentait les légumes bio coûteux. L'enfant, qui devait avoir plus d'1 an, était complètement apathique. Il tournait son petit visage chaque fois que la cuillère s'approchait, mais sans pleurer, sans faire de caprice. Il refusait simplement, comme si la nourriture était du poison. « Allez, Léo, disait Monique Bernard avec une patience à bout. Cette purée a coûté une fortune. Elle est faite avec des ingrédients bio importés. Tu dois manger. » Léo regardait dans le vide, ses petits yeux sans éclat. Chloé fut choquée de voir à quel point il était maigre. Il ressemblait à une petite poupée de porcelaine sur le point de se briser. Ce n'est pas possible qu'un enfant refuse simplement de manger comme ça, pensa Chloé, se souvenant de ses jeunes neveux. Même lorsqu'il faisait des caprices, il finissait toujours par manger quelque chose. Monique Bernard essaya encore quelques fois, mais Léo continuait de tourner la tête. Frustrée, elle posa l'assiette sur le plan de travail de la cuisine et prit le téléphone. « Monsieur Dubois, c'est Monique Bernard. Léo a de nouveau refusé son déjeuner. »« Oui, monsieur. La nouvelle purée que vous avez fait acheter, il n'a même pas voulu y goûter. » Chloé pouvait entendre la voix désespérée de l'homme à l'autre bout du fil, même à distance. « Je ne sais plus quoi faire, monsieur. J'ai tout essayé. Même le biberon, il le refuse. » La conversation se poursuivit pendant quelques minutes, toujours sur le même ton de désespoir. Quand Monique Bernard raccrocha, elle semblait encore plus fatiguée. « Marie. » appela-t-elle la cuisinière qui préparait le dîner. « Pouvez-vous garder Léo un instant? J'ai besoin de me reposer. C'est impossible de le faire manger. » « Bien sûr, Monique. » Marie Lefebvre, une dame d'une 60aine d'années, prit Léo dans ses bras avec tendresse. Il était visible qu'elle aimait l'enfant, mais elle était aussi inquiète. « Allons, mon petit, il faut manger quelque chose, murmura-t-elle à Léo. « Regarde comme tu es maigre. Ta maman serait si triste de te voir comme ça. » Léo ne réagit pas, il resta simplement là, mou dans les bras de Marie, comme une poupée de chiffon.
Chloé observait tout par l'entrebâillement de la porte, le cœur serré. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui la touchait profondément. Peut-être était-ce la façon dont il semblait avoir tout abandonné. Ou peut-être était-ce parce qu'elle comprenait ce que c'était que de grandir sans mère. Elle avait perdu sa propre mère à l'âge de 12 ans, devenant responsable de ses jeunes frères. Marie, Monique Bernard revint dans la cuisine. Monsieur Dubois a dit qu'il essaierait de lui donner la purée lui-même en rentrant du travail. Vous pouvez laisser Léo dans la chaise haute en attendant. Marie installa l'enfant dans la chaise haute, mais Léo resta apathique. Il ne pleurait pas, ne se plaignait pas, n'essayait pas de sortir. Il existait simplement là, comme si être en vie était un fardeau trop lourd pour lui. Il a le cœur brisé, murmura Marie. Un si petit enfant ne devrait pas être comme ça. Les médecins ont dit que c'est psychologique, expliqua Monique Bernard. Depuis que madame est décédée, Léo n'est plus le même. Il ne joue plus, ne sourit plus, et maintenant il ne mange plus. C'est comme s'il avait décidé de ne plus vouloir vivre. Les mots frappèrent Chloé avec force. Un enfant d'1 an et demi qui ne voulait plus vivre. Comment était-ce possible? Avez-vous essayé de changer le type de nourriture? Demanda Marie. On a tout essayé. Purée sucrée, salée, fruits, yaourt, lait spécial. Même de la glace, qui marchait toujours avant. Rien. Il refuse tout. Chloé termina son déjeuner, mais resta assise à observer. Quelque chose n'allait pas dans cette situation. Elle pouvait le sentir. Ce n'était pas seulement la tristesse d'un enfant qui avait perdu sa mère. C'était quelque chose de plus profond. Léo était là, dans sa chaise haute, regardant ses propres petites mains. De temps en temps, il regardait vers la porte de la cuisine, comme s'il attendait quelqu'un qui n'arrivait jamais. Sa mère, probablement. Pauvre petit ange, pensa Chloé. Il ne comprend pas pourquoi sa mère ne revient pas. Elle se leva pour laver sa boîte en plastique dans le petit évier de la cuisine de service, mais continua de prêter attention à la conversation dans la cuisine principale. Ce qui me tue, continua Marie, c'est qu'avant, Léo était un enfant si joyeux. Toujours en train de rire, toujours à vouloir être dans les bras. Maintenant, c'est comme s'il était un petit fantôme. Monsieur Dubois ne va pas bien non plus, admit Monique Bernard. Il arrive à peine à regarder son propre fils. Il reste au bureau toute la journée, à travailler pour ne pas penser. Chloé secoua la tête, triste. Elle connaissait bien cette histoire. Quand le père n'arrive pas à gérer sa propre douleur, l'enfant se sent encore plus perdu. C'était une situation qui ne pouvait pas bien se terminer. Elle lava sa boîte et retourna au travail, mais l'image de Léo, petit et perdu dans sa chaise haute, ne quittait pas ses pensées. 2 heures plus tard, Chloé finissait de nettoyer la dernière pièce du rez-de-chaussée quand elle entendit à nouveau du mouvement dans la cuisine. Monique Bernard tentait une fois de plus de faire manger Léo, cette fois avec une purée différente. Léo, mon chéri, celle-ci est à la banane et à l'avoine. Tu aimais ça, avant, implorait Monique. Mais le résultat était le même. Léo tournait son petit visage, complètement désintéressé. Chloé pouvait voir, même de loin, à quel point il était encore plus maigre que le matin. Ses joues, qui auraient dû être potelées chez un enfant de cet âge, étaient creusées. Quelque chose en Chloé se révolta. Elle ne pouvait plus rester là à regarder cet enfant se consumer pendant que tout le monde essayait de lui faire ingurgiter des repas compliqués. Sans trop réfléchir, elle laissa tomber son chiffon et se dirigea vers la cuisine principale. « Excusez-moi, dit-elle, debout à la porte. Monique Bernard se retourna, surprise et clairement irritée. « Que faites-vous ici? Ne vous ai-je pas dit de ne pas quitter la zone de service? Pardonnez-moi, Monique Bernard, mais puis-je essayer quelque chose? Essayer quoi? La gouvernante croisa les bras, méfiante. Chloé regarda Léo, qui restait apathique dans sa chaise haute. Je peux essayer de lui donner à manger. Vous? Monique Bernard rit avec dédain. Les meilleurs pédiatres de Paris ont essayé. Des nutritionnistes spécialisés ont essayé. Et vous pensez que vous pouvez y arriver? C'est peut-être justement pour ça que ça ne marche pas, dit Chloé, d'une voix douce mais déterminée. Trop compliqué, trop scientifique. Un enfant a parfois besoin de simplicité. Marie, qui observait tout en silence, s'approcha.
Laissez-la essayer, Monique. Ça ne coûte rien. Absolument pas, répondit Monique Bernard. Imaginez si Monsieur Dubois arrive et voit une femme de ménage toucher son fils. Je serais renvoyé sur le champ. Mais Chloé s'était déjà dirigée vers la corbeille à pain sur le comptoir. Elle prit une baguette fraîche et en coupa de petites tranches. Marie l'observait, curieuse. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Marie. « Une recette que ma grand-mère faisait quand je ne voulais pas manger, » expliqua Chloé en prenant l'huile d'olive vierge extra qui coûtait plus que son salaire de la semaine. Une tartine de baguette avec de l'huile d'olive et une pincée de sel. C'est tout simple. Vous êtes devenue folle, s'exclama Monique Bernard. Monsieur Dubois paie 50 € pour une consultation nutritionnelle et vous voulez donner du pain ordinaire à l'enfant? Chloé versa juste quelques gouttes d'huile sur le pain et saupoudra une minuscule pincée de sel de mer. L'odeur se répandit dans la cuisine, un arôme familier et réconfortant qui contrastait avec les odeurs aseptisées des compléments importés. Ma grand-mère disait toujours que lorsqu'un enfant est très triste, il a besoin de manger de la vraie nourriture, pas des médicaments déguisés, murmura Chloé. Arrêtez ça immédiatement, ordonna Monique Bernard. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léo, qui depuis des semaines ne montrait d'intérêt pour rien, tourna lentement sa petite tête en direction de l'odeur. Ses petits yeux, autrefois vitreux et perdus dans le vague, se focalisèrent sur le pain que Chloé tenait. Marie poussa un petit cri de surprise. Monique, regardez. Léo regardait directement la nourriture. Pas avec faim, pas encore, mais avec une curiosité que personne n'avait vue depuis longtemps. Tu veux goûter, mon petit ange? Chloé s'approcha lentement, tenant un tout petit morceau de pain. Monique Bernard était paralysée, partagée entre la colère de voir ses ordres désobéis et la curiosité de voir Léo réagir à quelque chose. Léo tendit une petite main tremblante en direction du pain. Chloé attendit patiemment qu'il le prenne lui-même, sans forcer, sans presser. Doucement, mon chéri, murmura-t-elle, sans se presser. Léo saisit le petit morceau de pain entre ses petits doigts et le porta à sa bouche. Il mâcha lentement, comme s'il se souvenait comment faire. Et puis, quelque chose que personne n'attendait se produisit. Il tendit la main, en demandant plus. La cuisinière laissa tomber sa louche par terre, pétrifiée. « Mon Dieu !» murmura Marie, les larmes coulant sur son visage. Il mange. Léo mangea 3 petits morceaux avant de s'arrêter, mais il était clairement plus alerte. Ses petits yeux avaient une lueur qui n'était pas apparue depuis des semaines. Chloé sourit, soulagée. Parfois, c'est tout ce dont ils ont besoin. De la simple tendresse. À ce moment, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. Stéphane Dubois apparut à la porte de la cuisine. Essoufflé, attiré par le bruit, il se figea sur le seuil. Son fils, qui refusait tout, était en train de manger. Ses yeux allèrent directement à son fils, qui tenait un morceau de pain dans sa main et regardait son père pour la première fois depuis des semaines. « Papa !» murmura Léo. Le premier mot qu'il prononçait depuis des jours. Stéphane tomba à genoux, là, sur le sol de la cuisine, pleurant de soulagement et de choc. Stéphane n'en croyait pas ses yeux. Léo, qui depuis une semaine refusait même l'eau, tenait un morceau de baguette dans ses petites mains et le regardait droit dans les yeux. Ce n'était pas le regard vitreux et distant des derniers temps, mais un regard présent, vivant. « Léo !» murmura Stéphane, s'approchant lentement de la chaise haute, craignant de rompre le charme. « Papa !» répéta Léo, cette fois plus clairement, tendant son bras avec le pain vers son père. Monique Bernard était blanche comme un linge, réalisant qu'elle avait une situation délicate à gérer. Marie pleurait doucement, serrant un torchon contre sa poitrine. Et Chloé restait là, immobile, observant la scène avec un sourire timide. « Qu'est-ce qu'il mange ?» demanda Stéphane, partagé entre le soulagement et la confusion. « De la baguette avec de l'huile et du sel », répondit Monique Bernard en déglutissant. « C'est la femme de ménage qui lui a donné. » Stéphane regarda Chloé, une jeune femme simple, aux vêtements modestes et aux mains calleuses par le travail, complètement différente de tous les spécialistes hors de prix qui avaient tenté de sauver son fils. « C'est vous qui avez fait manger mon fils ?» demanda-t-il, incrédule. Chloé baissa la tête, intimidée. « Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas m'immiscer, mais... »
Non. Stéphane se leva, regardant toujours Léo qui mordillait lentement le pain. Ne vous excusez pas. Vous avez réussi quelque chose que des médecins à 300 € la consultation n'ont pas réussi. Léo termina son morceau et tendit à nouveau la main, voulant clairement en avoir plus. Chloé regarda Stéphane, demandant la permission. Vous pouvez lui en donner, acquiesça Stéphane, la voix brisée par l'émotion. Pour l'amour de Dieu, donnez-lui. Chloé prépara un autre petit morceau avec le même calme et la même tendresse qu'auparavant. Léo mangea avec plus d'entrain cette fois et esquissa même quelque chose qui ressemblait à un sourire lorsque le goût familier toucha sa langue. « Comment avez-vous su » demanda Stéphane, hypnotisé, en regardant son fils manger. « Ma grand-mère faisait toujours ça quand moi ou mes frères étions malades ou trop tristes pour manger, expliqua-t-elle doucement. Elle disait qu'un enfant triste a besoin de nourriture qui réconforte. Marie sanglota plus fort. C'est vrai, monsieur. Ma mère faisait pareil. Du pain chaud avec de l'huile, c'était un remède pour tout. Léo mangea encore 2 morceaux avant de s'arrêter, satisfait. Il n'était pas rassasié, son petit estomac s'était trop rétréci pour cela, mais il était visiblement mieux. Même sa posture dans la chaise haute était différente, plus droite, plus présente. « Papa » dit à nouveau Léo en tendant les bras. Stéphane s'approcha lentement et, pour la première fois depuis des semaines, Léo ne se recroquevilla pas à l'approche de son père. Au contraire, il se pencha en avant, voulant être pris dans ses bras. Les mains tremblantes, Stéphane prit son fils dans ses bras. Léo se blottit contre la poitrine de son père, ce qu'il n'avait pas fait depuis avant l'accident. L'odeur de pain et d'huile était encore sur sa petite bouche, mélangée à cette odeur douce de bébé que Stéphane avait presque oubliée. « Mon fils » murmura Stéphane, serrant Léo avec précaution, comme s'il était en cristal. « Mon petit garçon chéri. » Léo posa sa petite tête sur l'épaule de son père et ferma les yeux, enfin détendu. Il ne dormait pas d'épuisement comme les semaines précédentes, mais de contentement. « Monsieur Dubois. » Chloé s'approcha timidement. « Puis-je dire quelque chose ?» Stéphane la regarda, tenant toujours Léo. « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous venez de sauver mon fils. » Léo n'avait pas besoin de nourriture chère ou spéciale. Il avait besoin de nourriture faite avec amour, dans un environnement où il se sentait en sécurité, dit Chloé doucement. Et il avait besoin de vous voir heureux aussi. Un enfant ressent tout. Si le papa est triste, il devient triste avec lui. Les mots frappèrent Stéphane comme une révélation. Pendant des semaines, il s'était tellement concentré sur sa propre culpabilité et sa douleur qu'il avait oublié que Léo avait besoin de lui entier, présent, vivant. Vous avez raison, admit-il. J'étais tellement perdu dans ma culpabilité que j'ai oublié que j'avais encore une raison de vivre. Léo marmonna quelque chose contre l'épaule de son père, mais il semblait content. Pour la première fois depuis longtemps, père et fils étaient vraiment ensemble. Monique Bernard. Stéphane se tourna vers la gouvernante, toujours sous le choc. Je veux que vous engagiez cette jeune femme à plein temps. Monsieur. Monique Bernard fut prise de court. Stéphane la regarda. Acceptez-vous de travailler ici? De vous occuper de Léo, de nous apprendre à tous à faire ce pain magique? Chloé resta sans voix. Un emploi stable dans une maison riche était le rêve de toute femme de ménage de la périphérie. Mais il y avait plus que de l'argent dans cette proposition. Il y avait un père désespéré et un enfant qui avait besoin d'une véritable affection. J'accepte, répondit-elle en souriant. Mais seulement si monsieur promet une chose. N'importe quoi. Promettez que vous déjeunerez avec nous dans la cuisine. Léo a besoin de voir son papa manger aussi. Un enfant apprend par imitation. Stéphane rit pour la première fois depuis des semaines. Un rire authentique qui fit que Léo leva la tête et le regarda avec curiosité. Je le promets, dit Stéphane. Je promets que nous mangerons ensemble tous les jours. Léo applaudit, une réaction si normale et enfantine que tout le monde dans la cuisine sourit en même temps. Le miracle avait eu lieu, et tout avait commencé avec une simple tartine de baguette à l'huile, faite avec amour. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Contes qui charment. Nous publions des vidéos tous les jours. Mettez un like si vous aimez cette histoire et laissez un commentaire nous disant d'où vous êtes et à quelle heure vous nous écoutez. Le lendemain,
Stéphane annula toutes ses réunions et décida de passer la journée à la maison. Il voulait mieux comprendre ce qui s'était passé la veille et apprendre de Chloé comment s'occuper correctement de Léo. « Bonjour, monsieur », salua Chloé lorsque Stéphane descendit à la cuisine à 8 heures du matin. Elle était déjà là, préparant une baguette fraîche pour le petit déjeuner de Léo. « Bonjour, Chloé. Comment a-t-il passé la nuit ?»« Beaucoup mieux », sourit-elle. Léo était dans sa chaise haute, plus alerte que la veille. Quand il vit son père, il applaudit et cria « Papa !» avec une joie qui fit déborder le cœur de Stéphane. « Bonjour, mon fils. » Stéphane s'approcha et embrassa le front de Léo. « Tu as bien dormi ? Papa. » Pain. Léo montra le comptoir où Chloé préparait le petit déjeuner. « Il demande le pain comme hier », expliqua-t-elle. Il semble que ce soit devenu son plat préféré. Stéphane observa Chloé travailler. Elle faisait tout avec un calme et une tendresse qu'il n'avait jamais vu chez les autres employés. Elle ne traitait pas Léo comme un enfant riche et gâté, mais comme n'importe quel enfant normal qui avait besoin d'amour et d'attention. « Chloé, puis-je vous poser une question ?» Stéphane s'assit à la table de la cuisine. « Bien sûr, monsieur. Comment saviez-vous que c'était ce dont Léo avait besoin ? Tous les spécialistes que j'ai consultés ont parlé de nutrition, de vitamines, de compléments. Personne n'a mentionné la simplicité. » Chloé arrêta de couper le pain et le regarda avec douceur. « Monsieur, puis-je parler franchement ? S'il vous plaît. » Léo ne refusait pas la nourriture, il refusait la tristesse, dit-elle en versant de l'huile sur le pain. Chaque fois que quelqu'un essayait de le nourrir, c'était avec désespoir, peur, pression. Un enfant ressent tout ça. C'est comme si la nourriture était assaisonnée d'angoisse. Stéphane réfléchit à ces paroles. C'était vrai. Toutes les tentatives de nourrir Léo avaient été chargées de tension et de désespoir. « Et hier, c'était différent ? » demanda-t-il. « Hier, j'avais envie de prendre soin de lui, pas de le guérir, » expliqua Chloé. « J'ai fait le pain en pensant à ce que ma grand-mère faisait pour moi quand j'étais petite et triste. Avec tendresse, sans hâte, sans peur. » Léo bavait sur son bavoir, faisant un petit bruit de contentement. Il était visiblement plus rose et plus actif. « Pain, pain » répéta-t-il en tapant des mains sur le plateau de sa chaise haute. Chloé lui offrit un petit morceau. « Calme-toi, mon petit ange. La nourriture ne va pas s'enfuir. »« Puis-je essayer de lui donner moi-même » demanda Stéphane, hésitant. « Bien sûr, monsieur. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit hier. Sans hâte, sans peur. Juste de la tendresse. » Stéphane prit un morceau de pain et l'offrit à Léo, essayant d'imiter le calme de Chloé. Léo prit le pain et mangea, mais Stéphane remarqua que son fils l'observait encore avec une certaine méfiance. « Il sent encore que vous êtes tendu », observa Chloé délicatement. « Ce serait peut-être bien que monsieur mange avec lui. Un enfant est rassuré de voir ses parents manger normalement. »« Vous avez raison », admit Stéphane. « Cela fait des semaines que je n'ai pas pris un repas complet. J'étais toujours trop inquiet. » Chloé prépara une assiette simple pour Stéphane, du pain à l'huile comme celui de Léo, ainsi que du café frais et des fruits. Elle plaça la chaise de Stéphane juste à côté de la chaise haute de Léo. « Maintenant, mangez ensemble, » dit-elle en souriant. « Père et fils doivent partager plus que le sang. Ils doivent partager des moments. » Stéphane mangea lentement, parlant à Léo, qui répondait par des gazouillis et des petits rires. C'était la première fois depuis longtemps qu'un repas se déroulait sans tension dans cette maison. « Chloé, » dit Stéphane après quelques minutes, « puis-je vous interroger sur votre famille ? » « Oui, monsieur. »« Avez-vous des enfants ? » ?»« Non, monsieur. Mais j'ai élevé mes 2 jeunes frères après la mort de ma mère. Ils étaient petits, l'un avait 2 ans et l'autre 4. J'ai appris sur le tas comment m'occuper d'un enfant triste. » Stéphane arrêta de mâcher. « Vous avez perdu votre mère jeune ? » « À 12 ans, » répondit simplement Chloé. Crise cardiaque. C'était rapide. Et mon père n'a pas supporté de rester seul avec 3 enfants. Il est parti quand j'avais 13 ans. Le silence s'installa dans la cuisine. Stéphane se sentit honteux de sa propre apitoiement. Il avait en face de lui une femme qui avait perdu sa mère enfant, avait été abandonnée par son père,
et qui parvenait pourtant à donner de l'affection et de l'espoir à d'autres. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur. Chacun gère sa perte à sa manière. Vous n'avez pas abandonné Léo. Vous ne saviez simplement pas comment l'aider. » Léo termina son pain et tendit les bras vers Chloé, qui le prit dans ses bras avec naturel. La différence, continua Chloé en berçant doucement Léo, c'est qu'un enfant ne comprend pas les explications. Il ne comprend que la présence. Léo n'avait pas besoin de savoir pourquoi sa maman était partie. Il avait besoin de sentir que son papa était toujours là. Stéphane observa Léo se blottir contre Chloé, complètement détendu. C'était ainsi qu'il aurait dû être dans les bras de son propre père. « Apprenez-moi, » demanda Stéphane, humblement. « Apprenez-moi à être vraiment présent. » Chloé sourit et passa Léo dans les bras de son père. « C'est juste ça, monsieur. Être ici, maintenant. Sans penser au passé ou au futur. Juste regarder dans ses petits yeux et se souvenir que vous êtes tous les deux encore en vie. » Léo s'installa sur les genoux de son père et soupira de contentement. Pour la première fois depuis l'accident, Stéphane s'autorisa à simplement sentir le poids agréable de son fils dans ses bras, sans culpabilité, sans peur, sans hâte. C'était tout ce dont il avait toujours eu besoin, être présent, être entier, être vivant pour le fils qui était toujours là, à l'attendre. Une semaine plus tard, la maison de campagne des Dubois s'était complètement transformée. Le silence pesant qui dominait la maison avait laissé place au bruit d'une famille vivante, les rires de Léo, les conversations dans la cuisine, le bruit joyeux des jouets éparpillés sur le sol. « Monsieur, Léo ne veut pas s'asseoir dans sa chaise haute dans la salle à manger », informa Chloé un matin ensoleillé. « Il veut seulement déjeuner ici, dans la cuisine, sur la petite table. » Stéphane, qui portait des vêtements plus décontractés, ayant abandonné ses costumes impeccables à la maison, sourit en voyant son fils pointer avec insistance la simple table de la cuisine où Chloé préparait les repas. « Table, papa. Table, Lilo. » disait Léo, mélangeant les quelques mots qu'il connaissait. « Lilo » demanda Stéphane, curieux. « C'est comme ça qu'il m'appelle », expliqua Chloé en rougissant un peu. J'ai essayé de lui apprendre Chloé, mais c'est Lilo et qui est sorti, et c'est resté. C'est mignon, dit sincèrement Stéphane. Et si c'est à la table de la cuisine qu'il veut manger, c'est là que nous mangerons. Monique Bernard, qui observait la scène depuis la porte, secoua la tête d'un air désapprobateur. Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, vous avez une salle à manger magnifique. Il n'est pas convenable que le patron mange dans la cuisine. Monique, Stéphane se tourna vers elle, gentiment mais fermement. Ce qui est convenable, c'est ce qui rend mon fils heureux. S'il veut manger dans la cuisine, c'est dans la cuisine que nous mangerons. Chloé installa 3 chaises autour de la petite table, la chaise haute adaptée de Léo, une chaise normale pour Stéphane, et une autre pour elle. C'était serré, mais chaleureux. Maintenant, nous déjeunerons ensemble tous les jours, annonça Stéphane à Léo, qui applaudit, enthousiaste. Papa mange. Lilo mange. Léo mange. Cria l'enfant, heureux, son vocabulaire s'étant déjà bien enrichi en une semaine. Pendant le déjeuner, un simple plat de riz, haricots, poulet effiloché et la fameuse baguette à l'huile, Stéphane observa Léo manger avec plaisir. L'enfant avait visiblement grossi. Ses joues étaient de nouveau roses et ses yeux brillaient de joie. « Chloé, » dit Stéphane entre 2 bouchées, « j'ai besoin de vous demander quelque chose. » « Dites, monsieur. »« Apprenez-moi à faire ce pain. »« Je veux apprendre. » Chloé sourit, surprise. « Vous voulez apprendre à cuisiner. »« Je veux apprendre à m'occuper de mon fils de la bonne manière, » répondit Stéphane. « Et cela inclut de savoir faire la nourriture qu'il aime. » Après le déjeuner, tous les 3 se retrouvèrent au plan de travail de la cuisine. Chloé montra à Stéphane comment préparer la pâte à pain, ses mains délicates guidant ses grandes mains maladroites. « Il faut pétrir avec tendresse, monsieur. La pâte sent si vous êtes en colère ou pressé. » Stéphane, qui dirigeait des constructions de millions d'euros, se découvrit en difficulté avec une simple pâte à pain. Ses mains, habituées à tenir des stylos et à signer des contrats, étaient maintenant couvertes de farine et un peu tremblantes. « C'est difficile ?» demanda Chloé, remarquant sa concentration. « C'est la chose la plus importante que j'ai apprise de ma vie, » répondit sincèrement Stéphane. « Léo,
dans sa chaise haute à côté d'eux, observait tout avec fascination. De temps en temps, Chloé le laissait toucher la pâte, ce qui le faisait rire de joie. « Papa fait pain. Papa fait pain. » chantonnait Léo. « C'est ça, mon fils. Papa apprend à faire du pain pour toi, » dit Stéphane, plus couvert de farine qu'un débutant n'avait le droit de l'être. Quand le pain fut prêt et sorti du four, toute la maison embaumait le foyer. Stéphane coupa la première tranche, y mit de l'huile et du sel, et l'offrit à Léo. « Pain de papa !» cria Léo avant de mordre, puis il fit une grimace qui fit rire tout le monde. « Il n'est pas très bon, n'est-ce pas ?» Stéphane rit de lui-même. « Il a le goût de l'amour, » dit Chloé doucement. « Et c'est ce qui compte. Léo a mangé parce que c'est papa qui l'a fait. » Cet après-midi-là, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois se produisit. Léo demanda à jouer. Chloé sortit quelques jouets simples, des cubes en bois, des poupées de chiffon, des petites voiturettes et ils s'assirent tous les trois par terre dans la cuisine. « Monsieur, vous vous souvenez comment jouer ?» demanda Chloé en voyant Stéphane un peu perdu avec une voiturette à la main. « Ça fait si longtemps, » admit-il. « Avant l'accident, j'étais toujours trop occupé pour vraiment jouer avec lui. » Alors c'est l'occasion de rattraper le temps perdu, sourit Chloé. Un enfant ne garde pas de rancune. Il veut juste que son papa soit présent. Ils jouèrent pendant 2 heures. Stéphane découvrit que Léo adorait faire rouler les voiturettes, qu'il riait quand les poupées se parlaient, et qu'il avait un rire savoureux qui remplissait toute la maison. Quand vint l'heure du bain, Léo surprit tout le monde en demandant que son père le lave. « Tu es sûr ?» demanda Stéphane, ému. « Tu veux que papa te donne le bain ?»« Papa. Papa. » insista Léo en tendant les bras. Ce fut le premier bain que Stéphane donna à son fils depuis l'accident. Ses mains tremblaient un peu, mais Léo était détendu, jouant avec les canards en caoutchouc et criant de joie quand Stéphane faisait des bulles de savon. « Vous voyez ?» dit Chloé, observant depuis la porte de la salle de bain. « Il n'a jamais cessé de vous aimer, monsieur. Il attendait juste que vous reveniez l'aimer sans peur. » Quand Léo fut propre et parfumé, Stéphane l'habilla avec soin et l'emmena dans sa chambre. Pour la première fois depuis des mois, Léo ne pleura pas à l'heure de dormir. Au contraire, il demanda à son père de lui raconter une histoire. Stéphane, qui ne connaissait aucune histoire pour enfants, en inventa une sur un petit garçon courageux qui aidait son papa à construire des maisons pour des familles heureuses. Léo s'endormit au milieu de l'histoire, un petit sourire aux lèvres. « Merci, » dit Stéphane à Chloé quand ils sortirent de la chambre. « Merci de m'avoir appris à être le père de mon propre fils. Monsieur a toujours été son père. Il avait juste besoin de s'en souvenir. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Sandrine, Stéphane dormit d'un sommeil sans cauchemar, sachant que Léo allait bien et qu'ils avaient tous les deux retrouvé le chemin l'un vers l'autre. 3 mois plus tard, quiconque visitait la maison de campagne des Dubois ne la reconnaîtrait pas. L'imposante salle à manger, avec sa table en acajou pour 12 personnes, était recouverte d'un drap blanc. Le véritable centre de la maison était désormais la cuisine, où une petite table accueillait 3 chaises et était toujours dressée avec simplicité et amour. « Papa, tu apprends à Léo à faire le pain ?» demanda l'enfant un samedi matin, tirant sur le pantalon de son père qui prenait son café. « Bien sûr que oui, Léo, » répondit-il en prenant son fils dans ses bras. « On va faire du pain ensemble. » Léo, qui venait d'avoir 2 ans, était devenu un enfant joyeux et bavard. Ses joues étaient de nouveau potelées, ses yeux brillaient de malice, et il courait dans la maison, remplissant les couloirs de ses éclats de rire. « Lilo aussi faire pain ?» demanda Léo, cherchant Chloé du regard. « Bien sûr, mon petit ange », sourit Chloé en nouant un petit tablier autour de la taille de Léo. « Mais aujourd'hui, c'est papa qui enseigne. Il a déjà appris à faire le pain le plus savoureux du monde. » Stéphane, qui au début était un désastre en cuisine, maniait maintenant la pâte avec assurance. Ses mains, autrefois habituées uniquement aux plans d'architecte, avaient appris à créer quelque chose de bien plus important, des moments de bonheur pour son fils. « Regarde, Léo, d'abord on mélange la farine avec l'eau, » expliqua Stéphane en plaçant Léo debout sur une chaise à côté du plan de travail. Doucement, sans se presser. Sans se presser, répéta Léo, concentré, en remuant le mélange avec une petite cuillère en bois que Chloé avait achetée spécialement pour lui. Maintenant, on ajoute une pincée de sel, continua Stéphane.
juste une pincée. Léo versa beaucoup trop de sel, faisant rire Chloé et Stéphane. Ce n'est pas grave, dit Stéphane en embrassant la tête de son fils. Le pain sera bon quand même. Tandis qu'ils pétrissaient la pâte ensemble, les grandes mains de Stéphane couvrant les petites mains de Léo, Chloé observait la scène, le cœur rempli. Cet homme s'était complètement transformé. Le cadre froid et distant avait laissé place à un père présent, affectueux et entièrement dévoué à son fils. « Et maman » demanda Léo, comme il le faisait parfois. « Maman est revenue » C'était une question à laquelle Stéphane avait appris à répondre sans désespoir. « Maman ne peut pas revenir, mon fils. Mais elle est toujours dans notre cœur. Et elle est très heureuse de voir que toi et papa allez bien. » Léo réfléchit un instant, puis sourit. « Maman aime le pain aussi. » « Maman adorait le pain chaud, » répondit Stéphane, souriant à travers ses larmes. « Surtout quand il était fait avec beaucoup d'amour. »« Alors on va faire du pain pour maman aussi. » décida Léo, retournant pétrir la pâte avec enthousiasme. « Oui. Allons-y, » acquiesça Stéphane. « On va faire le pain le plus savoureux du monde. » Quand le pain fut prêt, ils s'assirent tous les trois à la table de la cuisine pour manger. Léo insista pour mettre une assiette supplémentaire sur la table. « Pour maman » expliqua-t-il en posant un morceau de pain dans l'assiette vide. Chloé et Stéphane se regardèrent, touchés par l'innocence et l'amour de l'enfant. « Ta mère serait très fière de toi, » dit Chloé à Léo en lui caressant les cheveux. « Et très heureuse de voir comment toi et papa prenaient soin l'un de l'autre. »« Lilo aussi est de la famille ?» demanda Léo, comme il l'avait déjà demandé plusieurs fois. « Bien sûr que oui, » répondit Stéphane sans hésiter. « Lilo fait partie de notre famille. C'est elle qui a appris à papa à bien s'occuper de toi. » Léo sourit, satisfait, et continua de manger son pain, chantonnant une petite musique qu'il inventait sur le moment. Après le déjeuner, comme c'était devenu une habitude, ils jouèrent tous les trois ensemble. Léo adorait quand Stéphane faisait semblant d'être un monstre qui le poursuivait dans la maison, ou quand il construisait des tours de cubes que Léo faisait tomber en riant aux éclats. « Papa, raconte l'histoire » demanda Léo à l'heure de la sieste. « Quelle histoire veux-tu aujourd'hui » ? L'histoire du petit garçon et du papa qui font du pain. Léo répondit en se blottissant contre son père. Stéphane inventa une histoire sur un petit garçon courageux et son papa, qui découvrirent que la meilleure magie du monde n'était pas l'argent ou les choses chères, mais d'être ensemble, de manger ensemble et de prendre soin l'un de l'autre avec tendresse. Léo s'endormit au milieu de l'histoire, un sourire tranquille sur le visage. « Monsieur, » dit Chloé quand ils sortirent de la chambre. « Puis-je dire quelque chose ?»« Bien sûr, Chloé. Vous êtes devenu le père dont Léo a toujours eu besoin. Et je crois que votre femme serait très fière de vous voir tous les deux comme ça. » Stéphane sourit, regardant la photo de Sandrine qui était maintenant dans la cuisine, non plus cachée par la douleur, mais exposée avec amour. Elle disait toujours que Léo serait l'enfant le plus aimé du monde, murmura-t-il. Je crois que j'ai enfin réussi à tenir cette promesse. Oui, vous avez réussi, acquiesça Chloé. Et maintenant, vous pouvez être heureux tous les deux, vraiment. Cet après-midi-là, pendant que Léo faisait sa sieste, Stéphane et Chloé planifiaient l'anniversaire des 2 ans de l'enfant. Ce serait une petite fête, juste 3, mais remplie de ce qui comptait vraiment, l'amour, la présence et du pain chauffé avec tendresse. La maison de campagne, qui avait été un jour un mausolée silencieux, respirait maintenant la vie, la joie et l'espoir. Et tout avait commencé avec une simple tartine de baguette à l'huile et le courage d'une femme qui croyait que l'amour simple peut guérir n'importe quelle blessure. 6 mois plus tard, un dimanche matin ensoleillé, la maison des Dubois se réveilla avec l'odeur du pain frais et le son des éclats de rire venant de la cuisine. Léo, maintenant âgé de 2 ans et demi, courait dans la maison en appelant « Papa ». Lilo. Café. Avec l'excitation de celui qui a découvert que les dimanches sont spéciaux. L'imposante salle à manger avait été officiellement transformée en salle de jeu. Là où se trouvait autrefois une table formelle en acajou, il y avait maintenant des tapis colorés, des cubes en bois, des voiturettes et une petite maison de poupées que Stéphane avait montée de ses propres mains. « Tati Lilo !» cria Léo en entrant dans la cuisine comme un ouragan de joie. « Bonjour, mon prince » répondit-elle en le prenant dans ses bras pour un câlin matinal. « Tu as bien dormi ? J'ai rêvé d'un pain géant. »
raconta Léo en faisant des gestes exagérés. Un pain de la taille de la maison. Stéphane, qui était au comptoir en train de préparer le petit déjeuner, éclata de rire. Un pain de la taille de la maison? Imagine la quantité d'huile qu'il faudrait. Beaucoup, beaucoup d'huile. Léo rit aussi en courant pour serrer les jambes de son père. Le réfrigérateur était couvert de dessins que Léo faisait tous les jours. Des maisons colorées, des bonshommes allumettes représentant papa, Lilo et Léo, et même quelques dessins de sa maman qu'il faisait de mémoire, toujours avec un grand sourire. « Papa, aujourd'hui on fait un gâteau ?» demanda Léo, se souvenant que les dimanches étaient des jours spéciaux pour les expériences culinaires. « Aujourd'hui, on va faire ce gâteau à la banane que tu aimes, » confirma Stéphane. Mais d'abord, le petit déjeuner. Ils s'assirent tous les trois à la petite table de la cuisine qui était devenue le véritable cœur de la maison. Léo insistait toujours pour mettre 4 chaises, une pour chaque membre de la famille, y compris Sandrine, qui l'appelait « Maman du ciel ». « Maman du ciel veut du pain aussi ?» demanda Léo comme il le faisait chaque matin. « Bien sûr que oui », répondit Stéphane en posant un petit morceau de pain sur l'assiette supplémentaire. « Maman du ciel adore quand on prend le petit déjeuner ensemble. » C'était une routine qui avait apporté la paix à tous. Léo avait trouvé un moyen d'inclure sa mère dans la famille sans tristesse, juste avec de l'amour et une douce nostalgie. Lilo. Léo se tourna vers Chloé. « Tu restes pour toujours ?» La question, posée avec l'innocence d'un enfant, fit que Chloé et Stéphane se regardèrent. C'était quelque chose dont ils évitaient tous les trois de parler directement, mais que tous ressentaient. Ils étaient devenus une véritable famille. « Je resterai tant que vous voudrez que je reste, » répondit Chloé en caressant les cheveux de l'enfant. « Je veux toujours, » déclara Léo en applaudissant. « Lilo est mon autre maman. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais empreint de reconnaissance. Chloé était devenue bien plus qu'une employée ou une nounou. Elle était une partie essentielle de cette famille reconstruite. « Léo, » dit Stéphane doucement, « Lilo est très spécial pour nous, n'est-ce pas ?»« Très, très spécial, » acquiesça Léo. « Lilo a appris à papa à faire du pain. Lilo joue avec moi. Lilo me donne le bain quand papa est au travail. Lilo est la famille. » Chloé sentit ses yeux s'embuer. Issue d'une enfance difficile, d'abandon et de responsabilités précoces, elle n'aurait jamais imaginé trouver une véritable famille dans une maison de campagne en Provence. « Je vous aime tous les deux, » dit-elle simplement, et les mots portaient tout le poids de la vérité. « Nous t'aimons aussi, » répondit Stéphane en tenant sa main sur la table. « Tu as sauvé plus que la vie de Léo. Tu as sauvé notre famille. » Léo, sentant que les adultes étaient émus, grimpa sur sa chaise et les serra tous les deux en même temps, de la manière désordonnée des jeunes enfants. « Câlin !» cria-t-il, faisant rire tout le monde à travers les larmes. Après le café, pendant que Léo jouait dans le salon improvisé, Stéphane et Chloé firent la vaisselle ensemble, une routine qu'ils avaient développée naturellement. « Chloé, » dit Stéphane en essuyant une assiette. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Toujours, monsieur. » « Avez-vous déjà pensé à avoir votre propre famille, des enfants ?» Chloé arrêta de laver la tasse qu'elle tenait. « J'y ai déjà pensé. Mais j'ai découvert que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Parfois, la famille qu'on trouve est plus forte que celle dans laquelle on est. » « C'est vrai, » acquiesça Stéphane. « J'avais une famille parfaite sur le papier, femme, fils, maison, argent. Mais j'étais tellement perdu dans le travail que j'ai failli perdre ce qui comptait vraiment. Quand Sandrine est morte, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais tu m'as montré qu'il me restait encore quelque chose à sauver. » Léo apparut dans la cuisine, interrompant le moment, portant un nouveau dessin. « Regardez. J'ai fait la famille. » Il montra fièrement un papier avec 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous une maison colorée. « Papa, Lilo, Léo. »« Il est magnifique, mon fils, » dit Stéphane en prenant le dessin. « On va le mettre sur le frigo. »« Oui. » À côté du dessin de Maman du ciel. L'après-midi venu, ils firent tous les 3 le gâteau à la banane promis. Léo aida en cassant les œufs, la moitié tomba par terre, l'autre moitié dans le bol. Il mélangea les ingrédients avec plus d'enthousiasme que de technique et lécha la cuillère avec la satisfaction de celui qui a conquis le monde. Une famille qui cuisine ensemble reste ensemble,
dit Chloé en essuyant la farine sur le nez de Léo. C'est vrai, acquiesça Stéphane, regardant la cuisine en désordre, pleine de farine par terre et d'assiettes sales, mais aussi remplie de rire et d'amour. C'est la maison la plus heureuse que j'ai jamais eue. Quand vint l'heure du dîner, Léo insista pour allumer une petite bougie sur le gâteau, bien que ce ne soit l'anniversaire de personne. Pourquoi la bougie, mon fils ? Demanda Stéphane. Pour remercier, répondit Léo sérieusement. Mamie Lilo a appris. Mamie Lilo ? Stéphane regarda Chloé, curieux. Ma grand-mère disait toujours qu'il fallait remercier pour les jours heureux, expliqua Chloé, émue que Léo s'en souvienne. Allumez une petite lumière pour se souvenir qu'on est béni. Tous les trois fermèrent les yeux et firent leurs remerciements silencieux. Léo remercia pour son papa heureux, pour Lilo qui faisait du pain, et pour maman du ciel qui veillait sur eux de loin. Chloé remercia d'avoir réussi à rendre cette petite famille heureuse. Et Stéphane remercia d'avoir appris que l'amour arrive parfois sous les formes les plus simples, une tartine de baguette à l'huile, de petites mains confiantes, et une femme courageuse qui croyait que tout le monde mérite une seconde chance. Quand Léo s'endormit cette nuit-là, épuisé d'avoir tant joué et ri, Stéphane et Chloé restèrent dans la cuisine à planifier le lendemain, comme ils le faisaient tous les soirs. Chloé, dit Stéphane en regardant la table où ils avaient partagé tant de repas. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci de m'avoir sauvé aussi. Merci de m'avoir laissé faire partie de cette famille, répondit-elle. Ils se prirent dans les bras, une étreinte de famille, de gratitude, de personnes qui avaient trouvé les unes chez les autres exactement ce dont elles avaient besoin pour devenir complètes. Dehors, la grande ville continuait son agitation, ses problèmes, ses solitudes. Mais à l'intérieur de la maison de campagne en Provence, dans une simple cuisine où la table en formica avait remplacé l'acajou, une famille improbable avait découvert que le véritable amour ne s'achète pas, ne se conquiert pas, ne se mérite pas. Le véritable amour se partage, une tranche de baguette à l'huile à la fois. Et alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.